et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Mais avant de voir avec vous les livres que j'ai pu lire en août, je voulais vous remercier d'être là sur cette chaîne, puisque il y a quelques temps on a dépassé les 200 abonnés, et c'est peut-être peu, mais moi je trouve que c'est déjà énorme en ce qui concerne ma chaîne, puisqu'à la base je fais ça essentiellement pour m'amuser, alors pour partager évidemment, mais je fais pas ça pour avoir des gens. Mais quand j'ai vu que j'avais 199 abonnés, je me suis dit bon pourquoi pas dépasser les 200, et on l'a fait, vous l'avez fait, donc eh bien merci. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue, merci aux anciens, à ceux de la première heure, merci à tous, voilà, merci beaucoup. Alors avec le mois d'août a commencé l'Assassin's Books Challenge de Johanna de la chaîne La Citadelle de mes lectures, mais celui-ci n'a commencé que le 7 août. Donc eh bien il a fallu meubler les 7 premiers jours. Voilà pourquoi j'ai commencé par lire le tome 25 des elfes. Donc ici la vengeance noire, on est ici avec les elfes noirs. Et on va faire court puisque c'était au début que j'ai lu ça très rapidement, c'est une BD donc en un soir c'est fait, voilà. Et alors même si je m'attarde sur les dessins que moi j'aime énormément, évidemment on est sur du sombre puisque ce sont les elfes noirs, mais voilà, donc on a notre héros elfe noir qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, il n'y a même pas son nom, qui n'est donc pas cette jeune fille, qui revient à Slurs, donc qui est la citadelle où sont formés les elfes noirs qui sont des elfes assassins. L'Assassin's Books Challenge était quand même pas loin. Et donc il revient pour se venger parce qu'en fait on a tué la femme qu'il aimait. À la base c'était lui qui devait la tuer, mais bon voilà. Donc on a tué la femme qu'il aimait et on cherche à le tuer également. Lui évidemment ça ne lui plaît pas et il vient se venger. Il rencontre de nouveaux elfes assassins, en tout cas en formation. Et voilà. Et j'ai trouvé l'histoire vraiment sympa, cette histoire de vengeance. On a des dragons, on a les jeunes qui sont de nouveaux assassins, qui doivent faire leurs preuves, etc. Mais j'ai surtout trouvé que ça allait beaucoup trop vite. On est sur une BD qui fait moins de 50 pages pour un prix de plus en plus élevé. Alors certes, je comprends, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur une bande dessinée. Le prix du livre de manière générale a augmenté, mais bon, voilà. Bref, pour ces raisons, j'ai mis à ce livre la note de 14,5 sur 20. Cela étant, je recommande quand même de lire les elfes et vu que j'ai le tome 33, il est évident que je lirai au moins jusqu'au 35. Donc j'ai encore 10 tomes à voir. Le second livre que j'ai lu, c'était Le jour où j'ai tué Jim de Joshilyn Jackson. Donc un roman ici paru chez Michel Lafon. C'est un roman qui a vécu, en fait il a été trouvé dans une boîte à lire, donc voilà, boîte à livres, pardon. Et je l'ai lu à la base comme un petit peu une blague, puisque, voilà. Et puis en plus il allait très bien pour le mois d'août, juste avant l'Assassin's Books Challenge, encore une fois on suivait quelqu'un qui avait tué quelqu'un d'autre, donc c'était juste parfait comme mise en bouche. Et alors pour ce qui est de l'histoire, on suit l'héroïne qui est une jeune femme, une jeune héroïne du sud, on vous l'a décrit, j'ai oublié son nom, je dois avouer. Et on la suit donc dans sa vie, elle est devenue, elle vit aux côtés d'un homme qui est son compagnon et a priori futur époux. Il est avocat, elle est bien installée dans sa vie, mais on sent qu'elle a une famille défaillante puisque sa famille n'est pas vraiment au courant pour son petit ami et puis ils sont pas au courant de grand chose en fait depuis qu'elle a déménagé et qu'elle a quitté sa ville natale. Alors pourquoi elle a quitté sa ville natale? On le voit dans le titre, a priori elle aurait tué ce fameux Jim et donc c'est ce qui l'a fait fuir. Et voilà pour le résumé. Alors oui, puis elle revient évidemment dans sa ville natale, sinon c'est pas drôle, oui c'est quand même la partie du résumé qui est la plus intéressante. Elle va revenir dans sa ville natale où l'attendent sa tante, sa cousine, sa mère, et donc on voit cette famille défaillante et puis on va apprendre un petit peu à les suivre et à les connaître et surtout on va savoir pourquoi elle a tué Jim, qui était ce Jim et qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de poursuite, etc. etc. Alors je dois dire que ce livre était une véritable surprise, enfin je m'y attendais pas, je m'attendais à rien en fait. Mais la première chose que je dois dire c'est que je n'ai pas, mais alors pas du tout accroché à la plume de l'autrice. Vraiment j'ai eu du mal avec ça, j'y arrivais pas trop quoi.
En revanche, l'intrigue était vraiment géniale, bien ficelée, et pour une fois j'ai même apprécié les retours en arrière, puisque bien sûr il faut des retours en arrière pour qu'on comprenne ce qui s'est passé avec ce Jim, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était ado, et ça j'ai vraiment apprécié, c'était bien fait. Si vous voulez, la façon... J'arrive pas vraiment à m'expliquer. La forme pour moi est pas terrible, mais le fond est très bon. Et le fait que l'autrice ait voulu faire ses retours en arrière, etc., c'était très bien vu. Voilà, c'est juste la façon dont parle l'héroïne, puisque c'est l'héroïne et la narratrice, qui m'ont déplu. C'est peut-être ça quand je dis que j'ai pas accroché à la plume, c'est peut-être juste avec la façon de parler de l'héroïne que j'ai pas accroché. J'ai également beaucoup aimé les thématiques abordées par ce roman. Donc comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir une famille défaillante, mais c'est pas seulement ça, hein, puisqu'on a également la thématique de l'adolescence, avec ses nombreux retours en arrière, et puis surtout on a la thématique du racisme aux États-Unis. Et ça, je dois dire que sorti de American History X, moi, le racisme aux États-Unis, j'y connais pas bien grand-chose. Ah oui, Black Lives Matter, évidemment, mais ça, on en reparle tout à l'heure. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'est assez étranger, hein, et donc là, vraiment, on a quelque chose, on parle là-dessus, et c'est fait avec et sans tabou à la fois, hein, puisque elle... Pour l'héroïne, il n'y a pas de problème, hein, elle n'est pas raciste du tout. En revanche, elle vient d'une famille qui est profondément raciste. Et ça va être compliqué, hein. On a la différence entre la petite famille qui vit dans une petite ville et elle qui est allée s'exiler dans une plus grande ville où bien sûr, mine de rien, là il y a quand même davantage d'acceptation, davantage de tolérance et davantage de ouais t'es noir et alors quoi, so what, comme dirait l'autre. Voilà. Et donc pour ces raisons, pour cet avis mitigé en fait entre le fond et la forme, j'ai mis à ce roman la note de 15 sur 20. Et on en arrive donc maintenant à tout ce que j'ai lu après le 7 août et donc qui tombe en plein Assassin's Books Challenge. Il était évident que je commencerai ce challenge par La Guilde des Ombres, le tome de la grande traque de Anatrice aux éditions Pocket. Pourquoi il était évident? Parce que c'est la saga Chou de Johanna, l'organisatrice du challenge, et que donc, étant donné que j'avais lu le premier tome le mois précédent et que j'avais grandement envie de savoir ce qu'il arrivait à Panama par la suite, eh bien j'ai mis le tome 2 qui était dans ma palle dans la pioche à lire de l'Assassin's Books Challenge. Et donc en gros, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, dans ce second tome, Panama, qui est une jeune humaine qui a reçu le don de mort, c'est-à-dire que par un simple toucher, elle peut tuer des gens, et bien après avoir fait ses classes dans la Guilde des Ombres, au sein de la Guilde des Ombres, elle est devenue un assassin révolu, ça se dit pas, bref, elle est devenue un véritable assassin, hein. Elle est plus là pour faire des exercices, elle assassine des gens sous contrat, bien évidemment, parce qu'on n'assassine pas tout et n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment non plus, tout est mis sous contrat, et donc Panama, que l'on appelle maintenant Sanguine, c'est son nom d'assassin, elle peut remplir des contrats en tant qu'assassin. On a donc bien évidemment davantage de meurtres dans ce tome-ci que dans le tome précédent, mais également davantage de complots. On a également davantage de Belladine et de Summer. Alors qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ce sont deux personnages que j'aime beaucoup. Belladine, c'est un personnage qu'on voit très peu, enfin assez peu en fait. Il vient ponctuellement, il vient ponctuer le récit. C'est-à-dire que son histoire à lui vient ponctuer le récit. De temps en temps, on a un petit chapitre ou même un passage sur lui. Et c'est un perso que j'aime vraiment beaucoup. Et puis Summer, c'est pareil, c'est un personnage que j'aime énormément, même si il fait rien pour être aimé, ce gars, parce qu'il s'aime. Alors pourquoi Summer, hein? Parce qu'il s'aime les morts tout autant que les bâtards, voilà. Et il a une façon de parler, il est vraiment génial, et voilà, donc ces deux personnages masculins sont venus un petit peu égayer ma lecture, que j'ai trouvé beaucoup plus difficile que le premier tome. En effet, la relation entre Panama et Kamar, qui est dans le tome 1 son mentor, et dans le tome 2 devient un petit peu plus que ça. Déjà dans le tome 1, elle l'idéalise, elle a une fascination pour lui, elle est amoureuse de lui comme une gamine peut l'être. Dans le tome 2, c'est une femme. Et donc il va se passer des choses entre eux, et la relation qu'ils entretiennent est très très malsaine, et ça m'a vraiment profondément dérangée. C'est une relation qui est toxique, où lui est un petit peu tout puissant et elle va se soumettre à peu près tout ce qu'il lui demande.
Et ça, j'ai vraiment du mal en fait. Quand vous commencez quelque chose qu'à la base la fille dit non, bah c'est non en fait. Voilà. Donc soit vous argumentez jusqu'à ce qu'elle dise oui mais sans la harceler, soit vous laissez tomber. Voilà. Ça par exemple, ça m'a profondément dérangée. Donc voilà, pour moi c'était un gros trigger warning. Et on le voit à peine venir dans le tome 1 et dans le tome 2, c'est la cata. Ce qui fait que je vais faire une petite pause dans mon suivi de lecture de cette saga. Mais bien sûr, je vais quand même la continuer parce qu'il y a des personnages que j'adore. Panama, en dehors de cette relation, je l'aime beaucoup. Kamar, il cache énormément de choses, même si je le déteste. Il a... Non pas des excuses, hein, pas du tout. Il n'a pas du tout d'excuses, mais il a un passé assez trouble. Et j'aimerais bien en savoir quand même davantage sur lui, non pas sur son passé, c'est bon, je le connais, j'ai compris, mais sur ce qu'il va faire par la suite, parce qu'il enclenche pas mal de choses dans ce tome-ci. Donc voilà. Donc pour ces raisons-là, j'ai mis une note un petit peu moindre qu'au premier tome qui avait eu 19 et non pas 18 comme je disais dans la précédente vidéo. Et donc ce tome-ci, il a eu la note de 17,5 sur 20 parce que quand même ça reste une excellente, une très bonne dark fantasy. Et je lirai la suite, mais comme dit, pas tout de suite, j'ai besoin d'une pause. Donc après cette pavasse de plus de 800 pages qui était la Guilde des Ombres, un livre qui m'avait donc un petit peu dérangée, je me suis dit, Stéphie, tu vas lire quelque chose d'un peu plus court déjà, quelque chose qui va se passer rapidement, où tu vas pas rester des heures à... dans une situation inconfortable comme l'était Panama. Et donc j'ai choisi de lire Lullaby de Cécile Guyot aux éditions du Chat Noir. C'est une petite novella d'une centaine de pages à peine. Ça se passe encore une fois aux États-Unis, alors encore une fois, voilà, dans les années 20. Et on a ici un roman, un court roman, qui suit Hazel, une jeune femme qui a qui a essentiellement une passion dans la vie, qui est l'écriture. Mais plus que l'écriture, c'est vraiment l'écriture de textes horrifiques qu'elle aime, qu'elle apprécie par-dessus tout. Et elle a un deuxième défaut, selon la société, c'est qu'elle aime les femmes. En effet, elle a un attrait pour sa voisine blanche. Et ses parents se rendent compte de ces deux gros défauts. Ils essaient de la marier pour un petit peu faire passer le truc, mais ça marche pas. Et donc, eh bien, en dernier recours, ils vont l'envoyer à l'asile. Dans cet asile, elle va rencontrer deux autres femmes, puisque c'est un asile pour femmes. Toutes les femmes qui présentent des tares pour la société des États-Unis des années 20, encore une fois, on replace le contexte, sont mises là. Donc, en gros, toutes les femmes qui veulent s'émanciper, elles sont là. Si elles ont, je sais pas moi, un défaut physique, eh ben elles sont là, un défaut au sens handicap, elles sont là, quand on veut plus d'elles, eh bien elles sont là, voilà, en gros, c'est ça, hein, l'asile, elles n'ont pas a priori de gros problèmes, hein. Alors peut-être certaines, mais celles-ci, on ne les voit pas dans le roman. Et donc elle fait la connaissance de Joe et de Lula, qui sont deux femmes enfermées a priori pour pas grand chose. L'une parce qu'elle est féministe, profondément féministe, et qu'elle aimerait, ou qu'elle se bat pour les droits de la femme, qu'elle voudrait se libérer de son mari, mais bon, elle n'en a pas le droit, hein. Et la seconde parce qu'elle a a priori un handicap, voilà. Et donc voilà que notre Hazel se retrouve dans cet asile. Et puis toutes les trois vont découvrir un jardin qui est à la fois onirique et horrifique. Et ce sont des horreurs qui l'attendent là-bas. Mais c'est en même temps quand même, il y a une petite touche d'amour dans ce jardin. Et cependant, bien qu'elle aimerait rester dans ce jardin, et bien évidemment, il faut absolument que Hazel sorte de cet asile pour réaliser son rêve, pour devenir écrivain, pourquoi pas, hein, et puis surtout pour pouvoir s'émanciper et vivre la vie comme elle l'entend. Voilà, et pour ça, bien sûr, eh ben, il faut convaincre les psys. C'était un énorme résumé pour un si petit roman, mais en fait, il y a tellement de choses dans ce roman. On pointe du doigt, l'autrice pointe du doigt, bien évidemment, la façon dont on traite les femmes, dont on traitait les femmes dans les années 20, mais finalement, il y a quand même des petites choses, malheureusement, qui sont encore d'actualité. Elle pointe également du doigt la psychiatrie de l'époque, donc les traitements, les maltraitances plutôt, que l'on faisait subir aux personnes que l'on disait atteintes d'une quelconque maladie psychologique, avec les bains d'eau froide, etc., hein, voilà, la lobotomie, bref, c'est tout un tas de choses bien joyeuses. Et je dois avouer que c'est plutôt pas mal écrit. J'avais découvert La plume de Cécile Guyot dans quelque chose de beaucoup plus
joyeux et j'avais bien accroché. Et cette fois on a quelque chose d'un peu plus sombre mais aussi quand même plein d'espoir. C'est vraiment comme un rêve quoi, si vous voulez, un rêve qui fait un peu peur mais qui reste quand même du domaine du rêve. Donc voilà, dans l'horrifique mais avec des papillons, vous voyez ce genre de choses. Bref, moi ça m'a bien plu. Ce qui fait que j'ai mis à ce roman, à cette novella, la note de 17,5 sur 20. Ensuite j'ai lu un e-book, donc Un été au Mythologique Park de Marine Gauthier. Donc bon, c'était un livre dont je n'attendais pas grand chose en fait, je crois que je l'avais eu gratuit ou pour 0,99 lors d'une promo Kindle. Bref, voilà, je l'avais pris sans savoir quand est-ce que je le lirais, tout simplement parce que il était question de mythologie et que moi, la mythologie, j'adore ça. D'ailleurs, dans ce roman, on apprend vraiment pas mal sur... Enfin, on apprend ou pas, hein, selon le degré de connaissance qu'on en a. On apprend un petit peu des choses donc sur la mythologie grecque, la mythologie romaine, mais également les Aztèques et la mythologie égyptienne. Ah, et j'ai oublié, je viens de me rendre compte que dans ma chronique écrite, j'ai oublié, il y a bien évidemment la mythologie nordique aussi d'ailleurs. Bref, ces 5 mythologies sont mises en avant dans ce mythologique parc, puisque c'est un parc d'attractions qui tourne autour des mythologies. En fait, vous avez des pôles selon les différentes mythologies. Et donc c'est assez bien trouvé déjà là-dessus. Et donc dans ce parc, on va suivre 3 personnages principaux, 3 narrateurs principaux, que sont, attendez, on va essayer de faire travailler la mémoire, Lily, ouais, Justin et Gaël. Waouh, incroyable. Bon, en même temps j'ai rédigé la chronique hier, hein, donc ça va. Donc on va les suivre en fait. Et alors vous avez Lily qui est la fille super méga organisée, c'est son premier job, elle vient d'avoir son bac, elle tout ce qu'elle veut c'est partir en médecine ensuite. Donc en fait dès qu'elle a fini son job, elle se met dans sa chambre où elle révise. Malheureusement bien évidemment elle tombe avec The Fêtard dans la chambre, voilà. Ensuite on a Justin. Justin lui c'est pas sa première année, en revanche il va faire équipe avec... j'ai pas son nom, donc un gars que tout le monde apprécie mais avec lui ça passe pas, ça matche pas du tout. Et Justin il a bien l'impression surtout que ce mec il est particulièrement homophobe, puisque Justin lui il aime les garçons et qui se rend bien compte que son collègue avec sa copine ça va mais lui il a pas l'air de l'apprécier et bah, Justin suppose que c'est à cause de son orientation sexuelle. Et enfin on a Gaël. Gaël aussi c'est pas sa première année au Mythologique Park, en revanche c'est sa première année en tant que manager, donc elle doit manager une équipe, je sais plus lesquelles, je crois que c'est les Égyptiens, voilà. Donc elle manage le pôle égyptien. Et donc c'est un nouveau défi pour elle. En plus, elle a un copain qui la soutient pas vraiment, une famille qui la soutient encore moins. Bref, c'est un véritable défi, mais qu'elle est un petit peu la seule à faire, hein, donc c'est difficile. Et donc en commençant ce roman, en fait, je me suis dit c'est du young adulte. Quand j'ai vu Lily, jeune bachelière, moi je me suis dit c'est bon, c'est du young adulte. Mais c'est du young adulte qui aborde des thématiques qui sont quand même assez larges, donc certes de l'orientation au niveau du métier, mais également de l'orientation sexuelle, et puis aussi tout simplement le fait de s'affirmer dans sa famille, comme Gaëlle qui elle est un peu plus âgée et qui a un petit peu plus vécu. Et finalement, du coup, ça touche beaucoup plus de monde que ce à quoi je m'attendais. On n'a pas un truc trop jeunesse, trop gnangnan avec les premiers amours, Alors certes, on les a, mais c'est assez bien écrit pour que je n'ai pas eu cette déception, comme je l'ai eu précédemment dans les livres young adultes, de me dire ce livre n'est pas pour moi. Non, je suis peut-être pas le public premièrement visé par ce roman-ci, mais je dois dire que j'ai passé un assez agréable moment. Et donc pour ces raisons-là, j'ai mis à ce roman la note de 16 sur 20. Et petit aparté, ce roman c'est de l'auto-édition, mais je l'ai trouvé vraiment très 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 bien écrit. J'ai trouvé peu ou pas de fautes, et quand j'ai vu qu'il avait relu, je suis tout de suite allée voir parce que c'est quelqu'un que je connais et dont je ne savais pas qu'elle était relectrice et correctrice. Et vraiment, franchement, si vous souhaitez une petite romance gentille, sympathique, young adulte mais pas trop, je vous recommande chaudement ce roman-ci. Voilà. Le dernier roman que j'ai lu, c'est quelque chose qui m'a fait complètement sortir de ma zone de confort. Je l'ai pris parce que l'autrice m'a abordé, je crois que j'avais... Excusez-moi, je crois que j'avais cette pierre-ci justement, ouais c'est ça, c'était lors d'un salon et elle m'a dit « Oh elle est jolie la pierre et tout » et en fait on a commencé à discuter comme ça. Et puis j'ai vu son roman. Donc Pour te venger de G.H. David aux éditions Eléxiria,
J'ai vu ce roman, j'ai vu cette attrape-rêve, j'ai fait waouh, il est trop beau. En plus, bon, elle m'a montré ça, c'est trop beau. Alors c'est super beau, mais en fait, c'est pas très pratique à lire. Ça, c'est, j'ai eu des difficultés, je suis presque obligée de mettre les lunettes des fois, alors que je lis sans lunettes, hein, donc, sauf quand c'est trop petit ou quand c'est comme ça, du coup, bon, ça m'a finalement un petit peu gênée, même si ça m'avait attirée de base. Donc voilà, c'est un thriller qui m'a fait complètement sortir de ma zone de confort, donc je savais pas trop à quoi m'attendre, si ce n'est que l'autrice était fort sympathique. Et donc, de quoi que ça parle? Eh bien, ça parle de deux personnes, c'est une romance. Thriller, romance et slow burn. Donc une romance entre deux personnages que sont Joshua Hamilton et Kathleen Davenport Montaldi, je sais plus. Bref, elle porte deux noms, elle n'en donne qu'un seul à la société, mais pourquoi? Parce que sa famille, les Montardi, du coup je sais plus, bref, ont été décimés par le clan Hamilton. Vous voyez, la famille de Joshua a décimé la famille de Kathleen. Donc ils sont voués à être ennemis, évidemment. Hein, oui, c'est bien un enemies to lovers ce qu'on a là. Alors pourquoi est-ce que la famille de l'un a décimé la famille de l'autre? Parce que ce sont des familles de mafieux à la base. Mais Kathleen, elle a la chance plus ou moins d'avoir été, de base avoir grandi dans ce monde-là, puisque sa maman n'en faisait pas partie, c'était une maîtresse du chef de clan en gros. Et donc, personne n'a su qu'elle existait hein, à la base, et elle a pu vivre sa vie et devenir avocate et se dire un jour je me vengerai, mais par la justice. Et donc c'est ce qu'elle va chercher à faire. Elle prend les affaires des plus démunis de manière générale, et puis là elle va tomber sur une affaire qui met en scène le gouverneur pour lequel travaille Joshua Hamilton. Et donc voilà, tout est lié et elle va essayer via cette enquête d'en savoir un petit peu plus, bien évidemment. Le truc c'est que Joshua lui aussi, il veut pas de cette vie, sauf que lui il est né dedans, pire encore depuis la mort de son père, c'est lui le chef de la Pègre Blanche d'Atlanta. Et voilà, soit on est chef, soit on meurt là-dedans, enfin lui en ce qui concerne sa position, donc évidemment pour le début il prend le flambeau, hein, mais il cherche à s'en débarrasser de ce fameux flambeau, à quitter le navire, hein, de préférence avec des rats morts à bord, voilà. Et donc il va essayer de s'associer à Kathleen à partir du moment où il sait qui elle est, et même un petit peu avant, parce qu'il pense que grâce à elle il peut s'amender et il peut quitter son clan. Et donc elle sait qui il est depuis le début, lui il apprend qui elle est par la suite, et donc on a ce slow burn qui s'installe peu à peu, même si on a au début une rencontre très sulfureuse, et bien finalement elle ne veut pas, hein. Pour elle c'est son ennemi absolu, tandis que lui il est bien, il est bien obligé d'admettre qu'elle lui plaît plus que plus. Voilà. Et donc le truc en fait c'est que ce roman va nous amener dans le mouvement Black Lives Matter dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que la jeune femme que défend Kathleen, c'est une jeune femme noire qui est accusée de meurtre, donc celui d'une jeune fille blanche, hein, bien évidemment, enfin encore qu'elle n'est pas très très blanche, hein, puisqu'elle semble native des États-Unis, et puis surtout le meurtre du chef de la police d'Atlanta. Et puis dans tout ça, dans la même chambre que ces trois personnages, donc la black soi-disant meurtrière, la fille issue des natifs des États-Unis, et puis le chef de la police, nous avons en quatrième membre de cette joyeuse confrérie le gouverneur de l'État de Géorgie. Et donc, à travers ça, on voit ce mouvement, encore une fois le racisme contre les noirs, mais également et surtout, et la raison pour laquelle donc on a ce magnifique attrape-rêve, on va rentrer dans l'histoire avec un grand H des États-Unis, des colons qui sont venus s'installer et qui ont dégagé les Indiens d'Amérique, hein, parce que voilà, et comment ils les ont dégagés, etc. Et là-dessus, c'est vraiment un récit qui est très très bien informé. Et peut-être trop pour moi. Vous voyez, quand sur une page vous avez des notes de bas de page qui vous expliquent le pourquoi du comment quant à aux Indiens d'Amérique, mais aussi quant à la mafia d'Atlanta, etc. Alors un peu ça va, mais après pour moi c'était beaucoup trop, je dois avouer. Mais bon, ça en fait un roman informé. On a ici un slow burn qui est vraiment maîtrisé, hein. Je vous dis d'abord le sulfureux, après le... Voilà. Donc ça c'est très bien fait. Vous avez de l'action à chaque chapitre. Vous avez des chapitres qui sont du point de vue de Joshua, des chapitres du point de vue de Kathleen, et à chaque fois il se passe plein de trucs. On va de découverte en rebondissement, donc vraiment
Là-dessus, le récit, il vous tient pleinement en haleine. Mais voilà, pour moi c'est un avis assez mitigé, je reconnais les valeurs de ce roman, c'est évident, mais ça m'a sorti un petit peu trop de ma zone de confort. Et ouais, du coup j'ai mis à ce roman la note de 16 sur 20 parce que je reconnais ses qualités, mais que c'était pas moi le public. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous voulez davantage de détails quant à ces chroniques, donc si vous voulez, quant à ces livres, pardon, c'est-à-dire que si vous voulez par exemple lire les chroniques écrites de ces romans, je vous invite à aller les découvrir en barre d'informations, je mets les liens à chaque fois. Si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, vous pouvez également me mettre un petit commentaire, juste un smiley, ça me fera toujours plaisir. Et si vous ne faites pas partie des plus de 200 abonnés, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, bien évidemment si le contenu vous plaît. Voilà, sur mon site également, waouh, j'avais oublié, autopub. Sur mon site également que je vous mets ici, steffivolf.fr, vous retrouvez donc non seulement les chroniques écrites dont je vous mets les liens à chaque fois en barre d'informations, mais également tout ce qui concerne ma vie d'autrice, parce que oui, Steffi Wolf, c'est pas seulement une lectrice, même si beaucoup plus, c'est aussi une autrice, et donc toutes les infos sont là-dessus, je vous invite à aller y faire un tour. Maintenant, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchussy!